écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview historique ce matin de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez Serge Gruzinski, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Il enseigne également au Brésil ou aux États-Unis. Messieurs, c'est à vous. Et historique et éminemment politique. L'école, la laïcité, les valeurs vues par un grand historien de la mondialisation, comme dit Nicolas Canteloup, et c'est en plus vrai. Bienvenue Serge Gruzinski, bonjour. Merci Jean-Pierre de m'avoir invité. Immigrant, protestant d'origine polonaise, votre ville natale c'est Roubaix-Tourcoing. Vous qui enseignez, comme disait Thomas, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, en France, vous y êtes retourné, vous ne l'avez pas reconnu. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est le paysage religieux, le paysage social, les gens. Quand j'en suis parti dans les courets, on appelait les courets les résidences populaires, il y avait un prolétariat blanc, les ouvriers du textile. Qu'est-ce qui se passe fin des années 60, 70 ? Le textile disparaît et de nouvelles populations s'installent à la place des anciens pauvres qui sont les fils de l'immigration qui sont aujourd'hui, et c'est le changement majeur, des citoyens français comme vous et moi. C'est-à-dire vous arrivez chez vous, dans votre ville natale, et vous êtes en quelque sorte dépaysé. Je suis surpris par finalement un paysage social, un paysage culturel que je comprends beaucoup moins que celui du Mexique où il y a des Indiens, où il y a des Noirs, où il y a des Métis. Et donc j'essaie de comprendre ce qui se passe autour de moi et de mesurer à partir de ces lunettes latino-américaines, de l'expérience que je peux avoir comme historien, ce qui se passe dans l'endroit où je suis né, dans le quartier où j'ai vécu. Et dans ce quartier, comme dans différentes cités de France, et sans se voiler les yeux, on rejette l'étranger, d'ailleurs on vous le dit, mais qui est l'étranger ? Ça devient moi. Et je me souviens d'une petite conversation sur un quai de gare à Roubaix où des jeunes m'ont reproché de ne pas être du coin parce que j'étais blanc. Oui, mais qui a commencé à exclure et à abandonner ? C'est cette société qui ne fonctionnait plus. C'est l'exclusion, elle vient là comme ailleurs, d'ailleurs, est un problème économique et social et pas culturel. C'est le chômage, c'est la fin de l'industrie textile et son non-remplacement par d'autres activités. Serge Gruzinski, tous les politiques, tous les élus, tous les syndicats aussi, nous tous, nous n'avons désormais à la bouche que deux mots. D'abord, la laïcité. Qu'est-ce qu'il faudrait y mettre ? La laïcité, c'est une valeur extraordinaire, mais c'est une valeur qui peut être complètement abstraite. La laïcité, il faut y mettre du contexte, il faut y mettre du contexte historique. Il faut essayer de la regarder dans des situations du passé proche ou du passé plus lointain, pour savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? C'est l'histoire de la relation, c'est la manière dont la religion et le pouvoir politique peuvent s'allier, peuvent travailler ensemble ou s'opposer. Et ça ne peut s'apprendre qu'à travers un regard historique. Mais quelles que soient les croyances, comment classer la République avant les religions ? Et au-delà de la loi de 1905, etc. Cette République, on est obligé, à partir de l'expérience française de la Troisième République, de la recontextualiser, c'est-à-dire de regarder l'édification de ces valeurs dans des contextes historiques où à la fois elles sont émancipatrices, mais elles sont aussi celles qui accompagnent la colonisation d'un immense empire qui était l'empire de la Troisième République à la fin du 19e siècle. Il est normal que vous parliez devant nous beaucoup d'histoire. Qui a inventé l'histoire après les Grecs, hein ? Qui ? Ce sont les Européens qui ont inventé l'histoire. Et quand on dit inventer l'histoire, ce sont eux qui l'ont imposée au reste du monde. C'est-à-dire qui ont fait que les Indiens d'Amérique, puis les Asiatiques et les Africains se mettent aussi à penser leur société à travers cette chose qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire à travers la construction d'un passé. Et le deuxième mot à la mode qui a besoin de contenu, les valeurs, les symboles de la République. Les valeurs républicaines qui sont évidemment les constituants fondamentaux de ce que nous sommes comme Français, sont aussi des valeurs qui sont extrêmement minées. On ne peut pas aujourd'hui utiliser ce credo comme on l'utilisait au 19e siècle. On ne peut pas utiliser un credo contre un autre credo. Il est aujourd'hui nécessaire, et c'est là aussi qu'arrive l'historien, de déminer ces valeurs. C'est-à-dire de se rendre compte à la fois de ce qu'elles ont d'extraordinairement positif, mais ce qu'elles ont aussi, et ce qu'elles ont toujours eu de mirage. Mais quelles sont-elles aujourd'hui pour demain ? Ce sont toujours les mêmes, liberté, égalité, fraternité. Sauf qu'elles nous demandent aujourd'hui de rappeler qu'elles sont toujours incomplètes et que quand elles sont apparues, elles ont masqué la colonisation, que ces valeurs ont aussi débouché sur la Première Guerre mondiale. On a parlé et reparlé de la Première Guerre mondiale. Les valeurs de la République ont débouché sur cette immense catastrophe ou sur Vichy. Donc vous y ajouteriez l'esprit critique et le jugement critique. Pour moi, la laïcité, essentiellement, c'est développer le sens critique, la distance, la capacité de choisir consciemment des valeurs
et aussi de les faire évoluer. Alors, enseigner l'histoire de France et d'Europe, bien sûr, mais est-ce qu'il ne faut pas enseigner l'histoire des 2 ou 3 mondes mêlés dans lesquels aujourd'hui nous vivons au XXIe siècle? Au XIXe siècle, on a construit l'histoire nationale. Aujourd'hui, l'environnement est complètement bouleversé. C'est-à-dire que on ne sommes pas que des Français, nous sommes aussi des Européens. J'ai été surpris de voir qu'hier, par exemple, on n'a jamais parlé d'Europe. Et nous ne sommes pas seulement des Européens, mais nous vivons tous dans un univers mondialisé. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle tablette, n'importe quel ordinateur pour se retrouver face au monde. Et pour comprendre ce monde, l'école, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit préparer ses adolescents à quoi? À comprendre les mondes de l'islam, à comprendre ce que c'est que l'Amérique, à comprendre ce que sont nos voisins européens, et puis à comprendre aussi ce qui est en train de dominer le XXIe siècle, la Chine. L'histoire, c'est une construction du passé, mais c'est aussi l'anticipation. Qu'est-ce qu'on apprend de l'islam, des Amériques latines, etc., et de la Chine? Amérique latine. L'Amérique latine, depuis le XVIe siècle, c'est un continent où coexistent ensemble des gens d'origine africaine, d'origine européenne, d'origine asiatique, d'origine américaine. Qu'est-ce qui se passe quand des gens vivent ensemble? Là, il y a une leçon formidable que l'Amérique latine doit nous donner. Il y a des choses qui se passent qui sont des phénomènes de racisme, de rejet, mais aussi d'inclusion, de mélange, de métissage. La Chine, au XVe siècle, j'ai lu vos livres, un amiral chinois musulman, Tsang Qui, a peut-être découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Alors la Chine, pourquoi la Chine est importante? Parce qu'après le XVe siècle et le XVIe siècle, alors que l'Europe, l'Espagne fait la conquête de toute l'Amérique, les Européens se cassent les dents sur les Chinois. C'est important d'essayer de comprendre pourquoi dès le XVIe siècle, la Chine est quelque chose qui donne aux Européens le sentiment de les dépasser complètement. On n'y entre pas, alors qu'en Amérique centrale, on y entre. Et ce n'est pas la première fois que l'Europe et les Amériques s'intéressent aussi à l'islam et réciproquement. Alors, ça aussi, ça doit faire partie de nos horizons. L'islam, on a l'impression que c'est 9/11, c'est en septembre, quand les tours s'effrontent, que l'islam fait une éruption en Amérique. En fin de compte, quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que dès le XVIe siècle, l'islam, les pays de l'islam, la Turquie, qui se rendent compte que la mondialisation leur échappe au XVIe siècle, que maintenant ce sont les Européens qui jouent leurs cartes, a des visées sur l'Amérique et pense l'Amérique et s'intéresse à l'Amérique. Il y aurait beaucoup à dire, et évidemment, et dans ce cas, alors l'identité, la nôtre, qu'est-ce qu'elle devient? Si elle n'est pas perdue, elle devient un îlot dans la mondialisation? Non, elle devient beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. C'est-à-dire notre identité, elle se joue par rapport à l'espace où nous vivons. Quartier, ça peut être Roubaix, ça peut être une petite ville du Nord, ça peut être Paris. Elle se joue par rapport à nos voisins européens. Elle se joue par rapport à ces forces que sont l'Amérique, la Chine, l'islam. Qu'est-ce qui ramènerait à la France, à sa culture, à son avenir, Serge Osinski, les cités, les quartiers qui aujourd'hui échappent et qui sont tenus par les fondamentalistes? Je répondrai toujours avec un mot qui n'est pas apparu dans les débats d'hier ou dans les discours d'hier, l'histoire. L'histoire de la France, c'est l'histoire de la France et de cette partie de l'Europe en liaison toujours avec le reste du monde, avec les Caraïbes, avec la Guadeloupe, la Martinique, avec le monde américain, avec le monde asiatique et surtout avec le monde africain. On ne peut pas penser notre passé, notre identité sans relier toutes ces mémoires ensemble. Je renvoie à vos livres, Serge Gosinski, pour bien comprendre le XXIe siècle en particulier. Quelle heure est-il là-bas? Une phrase. Quelle heure est-il là-bas? C'est comment l'Amérique très tôt voit le monde de l'islam et comment le monde de l'islam regarde déjà l'Amérique dès le XVIe siècle, dès l'époque des châteaux de la Loire. L'aigle et le dragon, l'avant-dernier. L'aigle et le dragon, c'est qu'est-ce qui se passe quand les Européens attaquent l'Amérique? Ils prennent l'Amérique. Qu'est-ce qui se passe quand des Européens attaquent la Chine? À la même époque, ils se cassent la figure sur la Chine. Merci beaucoup Serge Gosinski d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Les références de vos ouvrages qu'on met sur le site europe1.fr. Précisons que dimanche matin à 10h, c'est Bruno Le Maire qui sera l'invité de Jean-Pierre donc, et d'Europe 1 iTélé Le Monde pour le grand rendez-vous Europe 1.